C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à un dossier, à une affaire qui tient en haleine le Bénin. Affaire Sébastien Adjavon, l'homme d'affaires béninois, arrivé 3e à la présidentielle de mars 2016 au Bénin, avec 23,23% des suffrages. Un nouvel invité m'a rejoint, Maître Malik Olusegun Falola. Vous êtes avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis. Vous enseignez par ailleurs les sciences politiques, du moins le droit à la faculté du droit et des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Merci maître de m'avoir rejoint. Mes deux maîtres sont restés avec moi, maître Mac Bensimo, de même que Isiaka Mostafa. Ce 7 décembre 2018, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sur requête de Sébastien Adjavon, rend un arrêt et ordonne à l'État béninois de suspendre l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de Sébastien Adjavon. Mais quelle peut être la portée d'un tel arrêt pour le Bénin? On écoute ce qu'en dit le député Noureddine Achadé. On en parle après. Je pense, à mon niveau, que l'État béninois est obligé d'exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que nous avons souscrit à cette cour-là, et c'est une cour supra et nationale, et nous sommes obligés d'exécuter ces décisions. Maître Falola, je précise que vous êtes un soutien du président Patrice Talon, en tout cas de la majorité au pouvoir au Bénin. L'arrêt rendu ce 7 décembre par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, quelles conséquences peut en tirer le Bénin, l'État béninois, je veux dire? Oui, moi je suis un avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, je suis praticien en droit en France. Oui. La communauté internationale ne conteste pas que, je prends l'exemple de la France, que toutes les fois que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France, ce n'est qu'une condamnation pécuniaire. C'est-à-dire, on ne pouvait pas imaginer que le Bénin, quand le Bénin ne s'exécute pas, quand le Bénin ne respecte pas une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, que le Bénin soit mal vu sur le plan international. La sanction, quelle sera la nature de cette sanction? En France, ce n'est que des dommages à allouer à la victime. Que la France soit mal vue, ce n'est pas le cas depuis lors. Alors, moi, je vous parle du Bénin, je ne vous parle pas... Ça veut dire que les hommes du Bénin, si le Bénin ne respecte pas ce qui revient au Bénin, il revient à la Cour de condamner le Bénin. Parce que vous pensez qu'il est effectivement possible que le Bénin n'accède pas? Oui, c'est possible. C'est possible, c'est possible. De sursoir on peut analyser de la peine. Oui, il n'y a pas d'exéquatur dans cette condition. Il n'y a pas d'exéquatur. Un jugement qui a été rendu à l'étranger par une juridiction internationale pour laquelle le Bénin a ratifié, il n'y a pas d'exéquatur, ça s'impose. Mais l'exécution sur le territoire béninois revient au gouvernement béninois. Et que le Bénin, le chef de l'État, ou bien l'appareil juridictionnel béninois, s'il ne s'exécute pas. Parce que déjà, à chaque décision, en bas de chaque décision, partout au monde, on donne mandat à toute force de l'ordre de mettre en exécution. La décision rendue. Bon, pour l'instant, on ne parle pas de décision, il ne s'agit pas d'une décision encore, c'est d'un arrêt qui s'agit. Maître Mostafa, le Bénin a un délai de 15 jours pour sursoir. En tout cas, c'est le délai donné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour sursoir l'exécution de la peine. Il se trouve effectivement, comme le dit Maître Falola, que les arrêts, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme ne sont pas coercitifs. Moi, je suis très surpris, d'autant plus surpris par la position de mon confrère qui pense que le Bénin pourrait s'affranchir de... Non, je ne crois pas. Il ne faut même pas souhaiter ça. C'est ça. On est des juristes, on est des praticiens. Si nous nous battons pour que le droit triomphe, on ne doit pas espérer que la bataille que nous avons à mener, une procédure qui a été rondement menée, une requête déposée, contradictoire respectée, même les mesures. Il ne s'agit pas d'un arrêt. Il y a une précision, c'est une ordonnance. C'est ça. Qui a été rendue conformément au protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et au règlement intérieur. Les dispositions de ces textes-là permettent à la Cour de prendre des ordonnances portant mesures provisoires. C'est ce qui a été fait. C'est ça. Alors, ces mesures sont prises lorsqu'il y a extrême gravité. Et
l'ordonnance a été rendue à l'unanimité des juges qui ont siégé. Ça veut dire qu'à l'unanimité, ce qui ne s'est jamais passé dans de pareilles circonstances. Alors, le Bénin a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et l'a intégrée dans sa constitution. C'est vrai. Dans son préambule. Voilà, pas dans le préambule. Ah, aussi bien. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de la constitution du Bénin. Le Bénin a ratifié le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme. Le Bénin, et ils ne sont pas nombreux, il y a à peine 8 pays qui l'ont fait, a adopté la déclaration reconnaissant la compétence de la Cour, ce qui permet aux individus de saisir la Cour. Aux citoyens de saisir la Cour. La demande de sursis que nous avons formulée au lendemain de la décision du 18 octobre 2018, la demande a été communiquée à l'État béninois. Les avocats de l'État béninois ont déposé un mémoire. Donc par rapport même, je ne parle pas de la procédure au pont, par rapport aux mesures provisoires, le contradictoire a été respecté. Les avocats de l'État béninois ont déposé leur mémoire. Ce n'est qu'après ça que la décision a été rendue. On va souhaiter que le Bénin, qui est réputé un pays de droit, d'ailleurs c'est surprenant aujourd'hui que les citoyens béninois en arrivent à saisir des juridictions sous-régionales et régionales. On a toujours fait confiance aux juridictions intérieures. Aujourd'hui, si les gens en viennent à le faire, ça veut dire qu'il y a problème. Donc l'image du Bénin, le fait déjà que des citoyens béninois fassent recours à des juridictions régionales et sous-régionales, ça veut dire que l'image du Bénin commence à être écornée. Et à partir de ce moment-là, on rend une décision qui n'est pas une décision rendue en France qu'on veut exécuter au Bénin où il faut une exéquature. C'est une décision qui est directement, mon confrère a bien fait de rappeler ça, qui est directement exécutoire au Bénin. C'est-à-dire, c'est tout comme si c'est une juridiction béninoise. Et qui est au-dessus de toutes les juridictions béninoises qui a rendu la décision. Qui est supranational. On va souhaiter que le gouvernement n'exécute pas. Moi, je n'ose pas le croire, mais dans tous les cas, si cela devrait arriver, la procédure est prévue. Ce n'est pas que le Bénin a 15 jours pour exécuter la décision. La décision, à partir du moment où c'est notifié, la décision est exécutoire. Le Bénin a plutôt 15 jours pour rendre compte, faire un rapport à la Cour des mesures prises dans le cadre de l'ordonnance rendue. Donc à partir du moment où la décision est notifiée, c'est qu'elle est supposée déjà en exécution. Concrètement, nous l'avons dit, Sébastien Javon a été condamné en novembre dernier à 20 ans de prison ferme et il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis contre lui. La conséquence directe de cette ordonnance qui vient d'être rendue par la Cour africaine des droits de l'homme supposerait quoi? Que ce mandat international soit annulé, de même que les 20 ans d'emprisonnement ferme? Oui. Il est clair que la Cour, dans son ordonnance du 7 décembre, a fait injonction à l'État du Bénin, à la fois de suspendre la condamnation aux 20 ans d'emprisonnement et l'obligation, sous 15 jours, de rendre compte des mesures qui sont prises pour justifier de cette suspension. Quand vous vous demandez ce que l'on peut faire par rapport au Bénin avec une telle décision, mais comme le dit Maître Moustapha à juste titre, on ne peut pas imaginer que le Bénin n'applique pas une décision internationale. Je rappelle, pour moi, français, que quand on parle du quartier latin, pour nous, Français, ça a du sens intellectuellement. Et quand on disait, jusqu'à il y a un an et demi, 2 ans, jusqu'à ce que M. Patrice Talon soit élu, que le Bénin était à l'époque le quartier latin de l'Afrique. Ça a du sens. Donc on ne peut pas imaginer que le Bénin ne va pas respecter cette décision. D'accord, concrètement... Il y a 3 cours internationales. 3. La Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est quoi? C'est le bras séculier, c'est la justice pour près d'1,3 milliard de citoyens sur le continent africain. Lorsque le Bénin a ratifié le protocole, a ratifié la charte, l'installation de la Cour africaine des droits de l'homme, le Bénin s'est engagé. Tout à fait. En toute moralité et dans le respect des standards internationaux, de respecter une décision juste. Pour dire les choses concrètement, il va s'agir de quoi? Que le Bénin adresse un mémoire à la Cour indiquant que les 20 ans d'emprisonnement sont annulés, que le mandat est annulé, de façon à ce que Sébastien Javon puisse rentrer au Bénin librement, enfin en citoyen libre? Il faut rester dans l'honnêteté juridique la plus totale. La décision rendue par la Cour fait injonction au Bénin. Le Bénin doit respecter cette injonction. Mais cette injonction de stopper cette condamnation à 20 ans n'est que pour une période
intermédiaire. Tant que la Cour ne rende effectivement sa décision. Il faut que les personnes qui nous regardent sachent que pour le moment, la Cour n'a pas annulé purement et simplement, elle a suspendu la condamnation à 20 ans. Mais c'est quand même très important, parce qu'elle suspend jusqu'au jour où la Cour africaine des droits de l'homme rendra sa décision sur l'ensemble des violations qui ont été dénoncées par Sébastien Ajavon. Pendant cette période, l'État du Bénin doit se conformer. C'est une obligation légale, c'est une obligation internationale, c'est une obligation morale. Si au bout de 15 jours, le Bénin ne fait rien? À ce moment-là, il y a possibilité de sanctions que l'on n'a jusqu'à maintenant quasiment jamais vues. Sauf peut-être vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, qui a été exclue pendant 2 ans de l'Union africaine. À un moment donné, que peut faire la Cour si sa décision n'est pas respectée par un État? Elle peut saisir la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, laquelle conférence peut prendre des sanctions. Le protocole, je crois, sauf erreur de ma part, l'article 46 du protocole l'indique. Que peut faire la conférence des chefs d'État? Elle peut mettre au banc des nations le Bénin, ce qui serait vraiment catastrophique sur le plan de l'image de ce pays que j'apprécie. Elle peut aussi interdire de verser les paiements économiques qui aident au développement des pays d'Afrique que l'Union africaine applique habituellement. On est dans des sanctions économiques. Mais après, sur le plan de la force publique, pour le moment, on reviendra tout à l'heure sur les incriminations que contient le mémoire que vous avez déposé auprès de la Cour africaine des droits de l'homme. Maître Falola, est-il, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, le Bénin pourrait ne pas respecter, en tout cas, l'injonction qui lui est faite de la part de la Cour africaine des droits de l'homme. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre un tel risque, étant donné le prix politique et diplomatique à payer? Est-ce que le Bénin ne gagnerait pas tout simplement à mettre fin à cette affaire et que Sébastien Ajavon puisse tout simplement rentrer dans son pays en citoyen libre? C'est un véritable problème. Si l'affaire n'avait pas un aspect politique... Vous reconnaissez qu'il y a une dimension politique? C'est une personnalité publique, M. Ajavon. M. Ajavon n'est pas comme une personne privée. C'est une personnalité publique au Bénin, c'est une personne célèbre. Mais là, on est en train de parler du droit. Hein. Normalement, pour l'instant, on parle la personnalité, c'est un personnage, c'est un ancien candidat. Sur la procédure. Sur la procédure. Normalement, si vous voulez, on ne peut pas... Nous sommes sortis, la question s'étend de la procédure à la personne que nous avons en face. Vous savez, c'est M. Ajavon, ancien candidat aux élections présidentielles. Normalement, devant la justice, tous les citoyens sont égaux. Devant la justice, la justice traite les citoyens d'un pays indépendamment de leur statut, de leur parcours politique, de leur appartenance politique. C'est ça le sacerdoce de la justice. Mais sinon, si lui-même il fait foi, il croit en la justice béninoise, il n'allait pas quitter le pays. Qui ne quitte pas? Il a demandé l'exil politique. Alors, il a demandé l'exil politique. Après sa condamnation. Après sa condamnation. Et il n'a pas demandé l'asile subsidiaire. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de nous dire, vous allez nous expliquer, vous croyez tellement la gravité de ce qu'il a fait et à sa dangerosité, à sa nocivité, que vous pensez que le Bénin peut payer le prix. Ils ont condamné à tort l'ancien président sud-africain qui est décédé, Mandela. Il est resté, il a subi la peine. Et il est revenu pour devenir président de la République. Vous comprenez? Alors, vous nous expliquez que Sébastien Ajavon doit aller puger. Il doit s'arrêter, il doit s'arrêter. Les avocats doivent se battre pour lui, parce que ce sont les lois de la République. Qu'est-ce pour que M. Ajavon ne serait pas président de la République? Et le code béninois en vigueur aujourd'hui serait toujours en vigueur, et il va le mettre en application contre d'autres personnes demain. D'accord, très bien. Mais moi, je comprends tout à fait votre position. Maître Moustapha, pour revenir aux raisons pour lesquelles vous avez saisi la Cour africaine des droits de l'homme, quelles sont les incriminations principales, les violations
violations principales pour lesquelles vous avez saisi? C'est très important. On parle d'une Cour continentale. Il faut que les autres Africains, pour peu que leur pays ait ratifié le protocole qui autorise la saisine individuelle, comprennent que lorsque vous avez vos droits qui sont bafoués dans votre pays, vous avez la possibilité de saisir cette juridiction-là. Quelles sont les principales violations que contient le mémoire que vous avez déposé devant la Cour africaine des droits de l'homme? Je crois que mon confrère, Maître Ben Simon, a commencé à l'évoquer. Oui, allez-y très rapidement. Il y a la violation du droit à la présomption d'innocence. À quel moment ce droit a-t-il été violé? Mais au moment où la garde à vue, vous savez, le code de procédure pénale béninois, oui, la détention ou la privation de liberté n'est qu'une exception. On ne fait recours à cela, que ce soit la garde à vue ou la détention préventive, que lorsqu'on est obligé de garder la personne. On vous a expliqué tout à l'heure qu'il a été gardé pendant une semaine. Oui. Il a été entendu une seule fois. Une affaire dans laquelle un chargeur qui est au Brésil a chargé un conteneur. Oui. Il a pris des scellés auprès d'un transporteur MSC qui a transporté une marchandise jusqu'à Cotonou, qu'il a remis à un aconnier manutentionnaire, qu'il a remis à des gendarmes. On n'a interrogé aucune de ces personnes. Normalement, la garde à vue aurait pu servir à interroger celui qui a chargé, à le confronter avec lui. On n'a posé aucun acte dans ce sens. Privation abusive de liberté. Voilà. D'accord. Donc, ce n'était pas nécessaire de recourir à cela. Oui. Il y a la violation de ces droits économiques et ces droits politiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même à l'issue du procès, après la relaxe, dès le lendemain, en visant le jugement, alors qu'il venait de bénéficier d'un jugement de relaxe, on lui a retiré l'agrément de son terminal à conteneurs, l'agrément de sa société de transit, on a fermé sa chaîne de télévision. Après, c'est un redressement qui a suivi, donc il y a un acharnement contre lui. Donc ces droits économiques ont été également violés. Bon, pour le redressement et payer ses impôts est une obligation citoyenne. Non. Après, on ne connaît pas. Il ne doit pas d'impôts. Ah, d'accord. Non, pas du tout. C'est un redressement fantaisiste. D'accord. Et le directeur général des impôts a saisi la Cour constitutionnelle du Bénin qui a dit qu'à l'État, qui a demandé à la Cour constitutionnelle de dire que M. Adjavon est un débiteur d'impôts, a violé la Constitution parce qu'il n'a pas payé ses impôts. La Cour lui a dit non. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucune juridiction du Bénin n'a dit que M. Adjavon doit d'impôts. Encore que M. Adjavon, à titre personnel, n'a fait l'objet d'aucun redressement. Il s'agit des sociétés et sa personnalité juridique est distincte de celle des sociétés. Donc il s'agit d'une série de violations de ces droits. Et c'est ça que nous avons porté devant la Cour africaine, puisque la charte, le protocole et le règlement intérieur de la Cour permet à la Cour de connaître ces violations-là. C'est ça que nous avons soumis. Et le dossier était en état de recevoir une décision lorsqu'on a voté une loi pour créer une cour d'exception, alors qu'on n'a pas attendu. Alors que devant la Cour, les mémoires ont été déposées, le contradictoire, on a déjà plaidé le dossier, on n'a pas attendu, on le convoque. Alors très rapidement, en quelques secondes, Maître Ben Simon, quelle influence peut avoir la condamnation par la criette dans la procédure engagée devant la Cour africaine des droits de l'homme? Vous savez, lorsque vous dénoncez des violations des droits de l'homme, qui sont évidentes, telles que exprimées par Maître Moustapha, que la Cour doit rendre sa décision dans les semaines qui suivent et que, entre-temps, l'État du Bénin, sans se soucier de la procédure en cours, prend la décision de créer une cour de répression qui s'appelle cour de répression, qui n'existe nulle part ailleurs, cour de répression, et condamne sans avocat, sans que les avocats aient pu consulter le dossier préalablement, sans même que M. Adjavon ne puisse savoir pour quelle raison il est convoqué. On a eu la CREI au Sénégal. Ah oui, c'est vrai. La CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il y a un parallèle entre les deux affaires, je sais bien. Oui. Il est évident que la Cour africaine des droits de l'homme, à ce moment-là, me semble-t-il, s'est sentie bafouée par le Bénin. Et lorsque nous avons, après cette condamnation sévère à 20 ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt international, saisi en urgence la Cour, très honnêtement, en tant que juriste, après 34 ans que je suis avocat, je n'avais pas imaginé que la Cour nous suivrait, même si les violations sont tellement évidentes qu'en théorie, nous devions gagner. Je ne pensais pas que la Cour allait avoir la force
et le caractère de prendre une décision comme celle qu'elle a prise. C'est quelque chose que vous saluez et qui augure effectivement de l'enracinement du droit, pas seulement au Bénin, mais je suis honoré par cette décision en tant que juriste. Merci, maître. Je propose qu'on marque une courte pause. Maître Falola nous a indiqué ici que le dossier Ajavon a une dimension politique. Eh bien, on en parle dans la troisième partie de notre émission. À tout de suite.